Donc comme convenu, une petite vidéo là pour vous expliquer euh, pourquoi est-ce qu'on a pu supposer cette différence de marche comme ça dans cette expérience des trous de Young à l'infini. Alors c'est hors programme, d'accord? Vous n'avez pas besoin de connaître tous les concepts dont je vais parler ici, mais je pense que c'est important si vous avez une petite idée de pourquoi est-ce que c'est pas une énorme arnaque ce que je vous ai fait avec cette différence de marche. Euh, donc ça c'est l'expérience des trous de Young à l'infini. Qu'est-ce qu'on a ici? Une source ponctuelle S, une lentille L1. La source S, elle est au foyer objet de L1. Donc S émet des rayons dans toutes les directions. Et quand ils arrivent sur la lentille, bah, ils en ressortent parallèles. D'accord? Puisque S est au foyer objet. Et puis ensuite vient un masque. On va bloquer la plupart des rayons, sauf sur deux trous. Un trou 1 ici, un trou 2 là. Et de ces trous, il va sortir une infinité de rayons. Alors pourquoi il sort une infinité de rayons? Parce qu'en fait, on ne l'avait pas vu quand on avait vu cette expérience euh, en cours la dernière fois, mais il y a diffraction de la lumière par ces trous, et donc on va supposer qu'on a des rayons qui partent dans toutes les directions après passage dans les trous. D'accord? C'est pour ça que j'avais appelé ça Fraunhofer. En fait, c'est mieux d'appeler ça trou de Young à l'infini. Fraunhofer, c'est en général quand on regarde la figure de diffraction d'une fente ou d'un trou à l'infini, ou plus exactement dans le plan focal d'une lentille convergente comme ici. Donc c'est un peu lié si vous voulez, mais là on va regarder vraiment l'interférence entre deux rayons au point, enfin à un point sur l'écran. Donc on a une infinité de rayons qui partent de ces trous-là avec toutes les inclinaisons possibles. Quels sont les rayons qui vont participer à la construction du point P? Pour ça, on avait vu qu'il faut faire partir un rayon de O qui va jusqu'à P. Et ce rayon, en fait, il n'est pas dévié, donc il a la même inclinaison avant et après passage dans la lentille L. D'accord? Et comme P est dans le plan focal de la lentille L, tous les rayons parallèles à ce rayon qui passe par O là, et qui sortent bien des fentes 1 et 2, eh ben, ils vont aussi venir converger sur P après passage dans la lentille. D'accord? Finalement, le rayon qui passait par O et qui allait jusqu'à P, lui, il n'existe même pas vraiment, on l'avait construit simplement pour pouvoir trouver l'inclinaison des autres rayons. Ok, donc c'est comme ça qu'on a notre point P, les rayons ils interagissent entre eux, et pour savoir comment ils interagissent, est-ce qu'ils interagissent de manière constructive ou destructive, eh ben, il faut savoir quelle est la différence de marche entre ces deux rayons, et ça c'était pas très clair d'un point de vue géométrique, puisque entre les trous et la lentille L, il n'y a pas de différence géométrique là qu'on a dessiné, et ensuite il y a une inclinaison des rayons, donc c'est a priori compliqué de calculer cette différence de marche totale. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que L, ici, elle est dessinée comme une lentille mince d'épaisseur nulle, donc, mais en réalité, elle a une certaine épaisseur, hein, sinon il se passerait rien du tout si c'était juste un plan comme ça. Il n'y aurait pas de déviation des rayons. En réalité, elle a une certaine épaisseur et une certaine propagation dans ce milieu d'indice élevé, par exemple du vert. Donc il y a une inclinaison au niveau du dioptre des rayons, au niveau du dioptre sur la phase d'entrée et sur la phase de sortie. D'accord? Donc il faudrait prendre en compte toutes les lois de Descartes entre l'air, la lentille, et entre la lentille et l'air pour pouvoir calculer géométriquement l'inclinaison des rayons et ensuite trouver la différence de marche. D'accord? Mais en fait, il y a quelque chose de plus simple qu'on peut faire, et c'est simplement de dire que on a une différence de marche delta ici, qui est la distance entre la source et le projeté orthogonal de la source 1 sur le rayon 2, le rayon qui passe par 2, d'accord? Et que tout le reste n'a pas d'influence. Okay? Comment on peut justifier ça? Alors, on utilise généralement trois arguments pour ça. Enfin, la démonstration c'est en 3 points, si vous voulez. Premièrement, on suppose le stigmatisme rigoureux des éléments optiques, là, donc de la lentille L1 et de la lentille L. Ça veut dire qu'à partir d'un point S, on obtient un point unique P, un point image P. D'accord? On va aussi faire intervenir ce qu'on appelle le théorème de Malus, j'y reviendrai dans une minute, et le principe du retour inverse de la lumière. Alors qu'est-ce que c'est que ce théorème de Malus? En fait, vous pouvez vous souvenir, dans le cours, on a vu un tout petit peu ça, que l'optique géométrique, on peut la formuler comme une approximation
de l'optique ondulatoire, de l'optique physique. D'accord? En ce sens que si vous prenez toute la théorie de l'optique ondulatoire avec les équations, etc., vous pouvez retrouver en tant qu'approximation un sens pour les rayons, pour la déviation de ces rayons, etc. D'accord? Les lois de Descartes, les lois de Snell-Descartes, etc. Donc en approximant les équations de l'optique ondulatoire, vous pouvez retrouver où passent ces fameux rayons qu'on avait utilisés en optique géométrique. Et dans ce cadre, il y a quelque chose qui s'appelle le théorème de Malus et qui nous dit que les rayons ils sont toujours perpendiculaires aux surfaces d'onde. Les surfaces d'onde, en fait, c'est ce qu'on avait appelé front d'onde aussi. C'est les surfaces qui correspondent à une phase constante de l'onde. D'accord? Et comme ces rayons, nous dit le théorème de Malus, sont perpendiculaires aux surfaces d'onde, eh ben, les surfaces d'onde qui viennent des rayons qui sortent de S, là, je peux les dessiner, elles sont comme ça, quoi. Hein, c'est des hémisphères, d'accord, de centre S. Du coup, on voit que ce que fait la lentille ici, c'est qu'elle rend ces surfaces d'onde parallèles à la sortie, hein, puisqu'encore une fois, ces fonds d'onde, ils sont perpendiculaires aux rayons. Donc en fait, on a des plans d'onde à la sortie de L1, parce qu'on a placé S au foyer objet de L1. Ok? Et puis après, les rayons sortent des trous, et puis on a encore des surfaces d'onde comme ça ici. D'accord? Maintenant, ce qu'on voit, c'est que on a convergence de tous ces rayons en un point, et du coup, on a encore des hémisphères, mais cette fois, qui ont cette forme-là, pour nos fronts d'onde. D'accord? Donc ça, on peut le faire grâce donc au théorème de, on peut l'établir grâce au théorème de Malus. Donc d'après le principe du retour inverse de la lumière, on peut en fait considérer que le point P est la source et on aura la même figure, la même déviation pour les rayons que ce qu'on avait en considérant que c'était les points 1 et 2 les sources et P l'image. D'accord? Donc on peut inverser, si vous voulez, le rôle des sources et des images grâce à ce principe-là. Donc on considère que le point P, là, c'est la source, ok, et qui émet des rayons dans toutes les directions, qui, quand ils arrivent sur la lentille, se transforment en rayons parallèles entre eux. Ce qui veut dire, d'après le théorème de Malus, que les surfaces d'onde ici sont hémisphériques, d'accord, de centre P, et le rôle de cette lentille L, c'est de transformer ces surfaces d'onde hémisphériques en plans d'onde, hein, puisque les rayons sont parallèles entre eux. Donc vous imaginez bien que, d'après le théorème de Malus, comme les rayons sont perpendiculaires aux surfaces d'onde, les surfaces d'onde ici vont être planes. Okay, et ce qu'on voit, c'est que quand on regarde la surface d'onde qui passe par le trou 1, et ce point ici, donc est le projeté orthogonal de la source 1 sur le rayon 2, c'est-à-dire le rayon qui passe par la source 2, ben, entre ces deux points, il n'y a pas de différence de phase, d'accord? Et donc il n'y a pas de différence de marche. Et du coup, on voit bien que toute la différence de marche, elle est liée à la petite différence de distance géométrique qu'il y a entre la source 2 et ce point-là, donc le projeté orthogonal du trou 1 sur le rayon 2. D'accord? Et c'est ça, c'est cette petite différence, c'est cette petite distance supplémentaire qui existe sur les rayons 2 qui va créer le déphasage entre les rayons 1 et 2 une fois arrivé au point P. Et donc voilà pourquoi est-ce qu'on peut écrire ça de manière très simple sans faire le calcul de la déviation dans la lentille, etc. Et à la fin, on se souvient qu'on avait écrit ça en delta égale d sinus θ.